Hello, bienvenue sur Prospect, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de prospection et plus particulièrement de comment construire un canal de prospection prédictif dans le contexte actuel. Parce que oui, c'est un fait, la prospection a changé, les taux de réponse ont baissé sur tous les canaux, que ce soit LinkedIn, le cold call ou bien l'email. Et beaucoup d'équipes aujourd'hui se retrouvent à chercher la méthode miracle qui vont les aider à pouvoir continuer à générer des leads cette année, mais aussi également l'année prochaine. Alors j'ai invité William Pichon, qui est associé chez Vanara et qui gère la prospection au quotidien depuis plusieurs années. Il a vu les changements et il a réussi en fait à rebondir. Et dans notre échange, on a parlé de plein de choses. Alors déjà, on a parlé de l'infrastructure technique parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu aujourd'hui, notamment si on veut faire de l'email ou même du LinkedIn. Parce qu'avant de parler de prospection, il faut qu'on puisse parler aussi également de délivrabilité. Et ensuite, je lui ai demandé tout simplement, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir aujourd'hui à date un canal de prospection prédictible? Et il m'a répondu que oui. Et du coup, je lui ai demandé de me détailler sa méthode. Et donc, si vous cherchez à améliorer votre prospection, je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Hello William, comment tu vas? Ça va? Et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté de venir sur ce podcast-là. L'idée, c'est que je voulais qu'on échange de pas mal de choses, qu'on parle de go-to-market, notamment d'une méthode que tu as depuis pas mal de temps et que tu implémentes sur pas mal de boîtes. Donc forcément, ça part du fait qu'on va parler de prospection et du fait que c'est de plus en plus dur d'aller générer des opportunités. Donc du coup, voilà, un peu l'idée, c'est d'avoir un petit peu ton analyse en fait de la situation actuelle, parce que tu es en plein dedans et tu as les mains dans le cambouis, tu fais toi-même de la prospection et tu gères du coup un go-to-market depuis quelques temps dans une boîte. Et puis tu en as géré de plusieurs boîtes aussi également avant ça. Ouais. Ensuite, de voir un petit peu ta méthode que tu mets en place. Et puis, on est quand même dans un moment un peu dans un tournant. Et donc, voir un petit peu qu'est-ce que tu as prévu sur 2026 pour toujours être dedans, quoi. Toujours être dans le game d'une certaine manière, Ouais. comme on dirait à certains. Ouais. Du coup, c'est quoi ton analyse aujourd'hui sur la prospection? Est-ce que c'est plus difficile? Finalement, est-ce qu'on extrapole? Qu'est-ce que tu vois comme évolution depuis que tu commences à faire de la Hmm. prospe? Ouais. Déjà, je voulais te dire merci de me recevoir. C'est un plaisir. Moi, je suis le podcast depuis un moment, donc c'est cool. Et ravi de tourner ça avec toi. Trop bien. Le constat actuel, je pense que tu as dit un truc qui me touche pas mal. C'est est-ce que les choses ont changé? Ouais, enfin oui, évidemment. Le constat, c'est que c'est pas plus dur, c'est différent. Ok. Je pense que c'était dur, tu vois, à l'époque où il fallait mettre le pied dans la porte, faire du déballage, etc. Tu vois, ça c'était dur parce qu'il fallait se déplacer, etc. Il fallait donner beaucoup de sa personne. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup, en tout cas, là, on s'adresse à des sales, des commerciaux digitaux beaucoup. Ok. Donc, on a des outils qui sont quand même plus confort, on va pas se mentir, on est derrière un ordinateur, on a un téléphone, bon, c'est moins pénible, quoi, tu vois, comme travail, je trouve. Ah, c'est intéressant. On entend rarement cette vision. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Bah, il faut quand même dire que enfin voilà, nos métiers ont beaucoup évolué. Je pense que les qualités interpersonnelles ressortent de plus en plus, tu vois. Quelqu'un qui attire la sympathie, il l'attirera toujours. Quelqu'un qui sait convaincre, il arrivera toujours à convaincre. C'est juste qu'on a des outils différents, tu vois. C'est un peu comme dans le sport, les technologies évoluent, mais le but reste le même. C'est de vendre, c'est d'arriver à convaincre des gens que on résout un problème. Et je pense que, alors on va parler d'outbound évidemment, un peu d'automatisation, etc. Mais principalement, je pense que les métiers ont évolué. Euh, Il y a un peu une précipitation des gens vers l'objet brillant aussi un petit peu, tu vois, de trouver un peu l'outil qui va tout révolutionner ou la méthode qui est la méthode, la meilleure méthode, etc. Je pense qu'en fait, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de collecter de la data beaucoup plus facilement. On est capable d'automatiser beaucoup plus de choses. Donc, on est capable d'avoir des meilleures méthodes et on a appris du passé, de nos erreurs, etc. Tu vois. C'est un peu, c'est pas pour être philosophique ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, tout simplement, naturellement, on a collecté plus de données. On sait aujourd'hui que d'avoir un canal prédictible, c'est possible. Et il faut traquer, mettre des choses en place et s'assurer que notre méthode nous assure un succès futur, etc., quoi. Mais je pense que globalement, les gens se prennent beaucoup la tête. Je pense qu'on a envie de complexifier les choses parce que c'est dans notre ADN. Mais voilà, je pense que le métier a pas changé. Enfin,
a été quand même bouleversée, mais globalement, il faut toujours faire la même chose, c'est-à-dire vendre, convaincre et résoudre des problèmes, quoi. En gros, pour toi, c'est les fondamentaux, ils ont pas changé et du coup, si tu es solide sur tes appuis, au niveau des fondamentaux, le fait que tu as de la technologie, de la data et cetera, ça nous permet d'être encore meilleurs que ce qu'on pouvait être Exactement. avant, c'est ça? OK. Exactement, 100%. Et bah, écoute, c'est marrant parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est plutôt à se plaindre, en fait, en se disant, on n'a pas assez de rendez-vous comme on a pu avoir. En fait, avant, on avait, en fait, des volumes de rendez-vous beaucoup plus importants pour, je dirais, moins d'efforts. En tout cas, moi, c'était ma perception que j'avais quand au tout début, en fait, des outils. Et aujourd'hui, il y a une démocratisation des outils. Donc, du coup, forcément, on est plus nombreux, donc la part de gâteau est plus petite. Ouais. Toi, aujourd'hui, tu m'avais dit en fait qu'avant, bah, du coup, quand tu as rejoint en fait ton aventure actuelle, d'ailleurs si tu peux nous en parler un petit peu, tu m'avais dit que en fait il y a quand même des choses que tu as un peu changé parce que tu te rendais compte que tu Ouais. allais avoir de meilleurs résultats en t'y prenant autrement. Est-ce que tu peux un peu nous partager ça? Ouais, en fait, là, enfin, l'analyse que je viens de te faire, elle est un peu macro, elle est un peu genre sur le marché en général. Là, si on rentre un peu plus dans le détail, c'est vrai que depuis, moi, ça fait 7 ans enfin, que je suis dans le salariat, on va dire, ou en tout cas enfin, dans le domaine de la prospection, voilà. Parce qu'avant, je faisais ça déjà dans mes études et tout, enfin voilà. Mais le fait est que ces dernières années, alors je ne saurais pas trop te dire, ça fait au moins 2 ans que on a de plus en plus de bâtons dans les roues, donc il faut se réinventer, etc. Euh, Ça fait maintenant moi 1 an et demi que je suis à mon compte, donc je suis en freelance. J'ai monté une agence avec Scalesia de prospection, enfin de Done for You, et donc on s'est séparés depuis, et ça fait depuis le début de l'année là que je suis associé chez Vanara. Donc on fait des sites internet sur Webflow, on fait des applications métiers, on fait du vibe coding, mais aussi des applications poussées, voilà. Et en fait, Vanara était mon premier client historiquement, et on s'est associé parce qu'on avait la même vision en fait de globalement comment est-ce qu'on fait de la prospection. On est d'ailleurs en train de sortir un outil pour faire de l'outbound, enfin voilà, de l'inbound au service de l'outbound, ce genre de choses. Euh, quand je les ai rejoints, j'ai dit en fait, on s'est rendu compte, il y a eu un constat en fait, c'était que le cold emailing tout seul se suffisait plus. L'outreach monocanal ne se suffisait plus. Alors ça fait un moment qu'on s'en doute un petit peu. Enfin voilà, on voit que les campagnes de cold emailing, moi quand j'ai commencé, les taux d'intérêt ils étaient autour de 5%. Enfin tu vois, tu disais vous êtes chaud, vous avez un problème, je le résous, vous êtes chaud, on se rencontre. Ouais carrément. Aujourd'hui ça se suffit plus, tu vois. Moi, j'ai connu une Aujourd'hui, époque où on avait 15 rendez-vous 15 bah ouais. rendez-vous par semaine, juste avec des emails. 15 avant Mais le c'est, c'est le mais début, parce c'est que 2015. J'ai fait commencer à voilà. faire des séquences, genre avec reply.io là, les premiers outils quoi. Ouais. Ah oui, ok. Ah oui. Ouais, 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 moi je suis une ancienne sur ce sujet-là. Mais du coup, effectivement, ouais, genre, effectivement, depuis 2 ans, je pense que tu as raison, on commence à avoir une courbe, donc ça marche plus vraiment bien tout seul, en tout cas. Tout seul, en tout cas, ça fonctionne plus. En tout cas, c'est un constat qu'on a fait. Et on, moi, j'ai voulu quand même croire qu'il y avait encore de la prédictabilité sur ces canaux-là. Euh, et en fait, à la base, on était vraiment monocanal dans notre collaboration avec Vanara. Et en fait, le jour où on s'est dit, bah attends, viens, on va plus loin, ça fonctionne plus. Enfin, eux, ils avaient un prestat avant, ils s'en sont séparés pour qu'on bosse ensemble. Et même avec eux, ça fonctionnait plus. Moi, quand je les ai rejoints, on a fait un petit rebond et puis ensuite ça s'est un peu effacé. Et en fait, on se dit, c'est pas possible que du jour au lendemain, le besoin ait disparu, tu vois, en Mm. website. Donc, on a commencé à implémenter une méthode où, bah, la première chose, en fait, les gens pensent qu'il faut shooter du volume en cold emailing, mais non. Il faut avoir, une bonne infrastructure. Je pense que ça, c'est la base, il n'y a pas besoin de leur expliquer. Et je pense que les gens savent aujourd'hui, Ah, je suis pas voilà. sûre, je suis pas sûre. Tu devrais rentrer dans le détail. Je suis pas sûre. Ah ouais? Ok. Moi, je vois encore beaucoup de gens utiliser leur email, euh, Perso? alors perso, leur email de boîte, quoi, mais de cramer Ouais, leur ouais, mais email, alors, ouais. etc. Ou de croire justement, tu vois, qu'il faut une deuxième email, un nom de domaine, ça suffira. En fait, on se Mm. rend compte que les ratios, en fait, pour pas être cramés, sont petits, hein, sont courts. Hein. Ouais, C'est-à-dire que ouais. donc non, non, Moi, ça, je pense que j'encourage. c'est important qu'on Ouais. rentre un peu plus Alors, dedans. euh, je fais la planification Ouais, pas de problème. de ce qu'il faut en fait pour faire un truc prédictible, c'est qu'il te faut
une bonne infrastructure, un système de tracking, enfin quelque chose qui est réfléchi en amont, une stratégie en fait, où tu te dis, ok, je vais bien traquer alors mes ouvertures quand même au début. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, faut pas le faire, etc. Au début, il faut le faire pour s'assurer que, ok, j'ai un score de chauffe qui est bon, mais est-ce que mes emails arrivent bien en inbox? Très important. Les taux d'ouverture, les taux d'intéressés, les taux de réponse, et ensuite il faut évidemment traquer les deals, le nombre de transacts ouvertes et le transact fermé, enfin le deal pipeline quoi. Et à la fin, il faut un système de comment dire de recyclage aussi, tu vois, tu vois, si tu mets 100% de ton TAM dans ton logiciel, euh, bah dans 6 mois, t'as plus rien, une infrastructure de fou, tu peux envoyer 15 000 emails par mois, etc. Dans 6 mois, t'as envoyé des mails à tout le monde et tu vas faire que du recyclage et tu vas saouler les gens et ça va pas être bon pour la prédictabilité, justement. Pour revenir sur l'infrastructure, euh, je vous encourage, il y a un gars qui est expert là-dedans, et c'est le seul vrai expert là-dedans que je connais, qui s'appelle Reza. Vous pouvez trouver sur LinkedIn. Reza Mogdad, qui est expert délivrabilité. Il a bossé avec Scalability. On a bossé d'ailleurs ensemble à Scalability, et puis il fait du consulting maintenant pour eux. Il bosse aussi avec Lemlist. Enfin voilà, il a sorti là il a sorti un truc sur la délivrabilité. C'est lui qui m'a tout appris moi sur la délivrabilité moderne. En gros, pour faire simple, un domaine plus 2 à 3 adresses mail maximum, 30 emails par jour par adresse mail. Ok. Et là, du coup, tu dupliques, tu achètes un nouveau nom de domaine. Dès que tu as besoin, par exemple, si tu as atteint 3 adresses mail, tu veux shooter plus, tu prends un deuxième domaine, tu en rachètes 2 ou 3 en fonction de ce qui est, par exemple, inclus dans ton abonnement enfin, d'outils d'outreach, tu vois. C'est là, c'est pas plus de 30, hein, une préchauffe de minimum 15 jours à 3 semaines de tes mails. Et ça va te servir à arriver en boîte de réception et pas tomber dans les spams. C'est obligatoire. On peut pas shooter avec une adresse mail sur un domaine principal parce qu'on risque de détruire la délivrabilité du site internet sur lequel on héberge notre site internet, enfin voilà, le site web de la boîte. C'est pourri quoi, en fait, c'est juste, faut pas le faire. Il faut garder cette adresse mail pour du conversationnel, pour nurturer les prospects qu'on a déjà dans le CRM, ce genre de choses. Donc, L'outreach automatisé. tous les gens en fait qui vont répondre, parce que du coup ça donne un signal, ça donne un signal à Google ou à Outlook, peu importe ce que vous utilisez, qu'en fait il y a des gens qui vous répondent et que vous n'êtes pas un spammer. C'est tout simplement ça, c'est montrer les signaux que vous Exactement, n'êtes pas un spammer, quoi. Ouais. exactement. Donc il y a une infra à faire qui est franchement simple à mettre en place, qui demande un peu, même pas beaucoup de ronds, mais voilà, c'est un domaine, deux domaines, trois domaines en fonction du volume qu'on peut faire. Par contre, ça demande du Euh, temps parce que tu sais, parfois je vois en fait des gens qui sont un peu étonnés d'avoir des setups qui prennent parfois un mois, 3 semaines, ouais, un mois. En fait, ce temps-là, il est incompressible, quoi. incompressible. C'est Et ça, simple c'est en important fait. que les gens puissent avoir en tête, quoi. Ouais, moi ce que je dis aux clients que je prends en freelance, et c'est la même chose d'ailleurs je l'ai un peu piqué à Scalability, le discours en tout cas, quand je bossais là-bas, on disait en fait il y a un mois incompressible de setup. Mm. C'est un mois de chauffe pour s'assurer, en fait tu t'achètes une tranquillité, tu dis il y a un mois de setup, pendant ce temps-là tu peux bosser sur la stratégie de ton outbound, tu peux mettre en place le backlog, je pense qu'il faut qu'on en parle aussi, mais le backlog de tes actions, que ce soit sur Notion, que ce soit sur Excel, que ce soit sur un bout de papier, tu as le temps de réfléchir à ta strat, tu as le temps de faire tes premiers copywriting, tu as le temps de construire tes premières bases de données, etc., etc. En fait, c'est incompressible. Tu peux pas, en fait, le jeu, si les gens ne connaissent pas cette chauffe-là, à quoi ça sert, c'est on va mettre ces adresses mail-là qu'on aura créées dans un outil qui va simuler des conversations entre plusieurs adresses mail et faire en sorte de du coup chauffer un peu, émuler une action humaine d'utilisation de ces emails-là. Et une fois qu'on les a chauffés pendant un certain temps, ça nous coche la case de OK, on peut envoyer au début 20-25 emails et ensuite on peut monter à 20 à 30 emails par jour, tu vois. Voilà. Ok, bah du coup, Ça c'est donc pour le côté voilà. technique. Ok, mais on va dire c'est important parce qu'en fait, il y a pas mal de. Moi, je vois pas mal de boîtes qui sont pas. Soit qui se plaignent en fait des délais de setup et ils veulent aller plus vite et du coup, en fait, bah, c'est une course à la catastrophe. Soit en fait, ils sont même pas au courant que. Voilà, en fait, en tout Ouais, cas, c'est un vrai risque et surtout sur les ratios. Parce qu'en fait, on peut penser qu'avec une adresse mail, je vais pouvoir envoyer beaucoup. En fait, non, il y a en fait, en termes de. Voilà. Après, là, en fait, on a parlé de chiffres. J'aimerais juste faire un disclaimer avant qu'on passe à la deuxième étape dont tu as parlé.
On est en France. On n'a pas un TAM incroyable. Donc Ouais, évidemment, il faut s'assurer en fait d'avoir une bonne vision de son TAM pour pas, comme tu l'as dit, cramer ton TAM et en fait plus rien à avoir à démarcher quelques temps après quoi. c'est Euh, ça. Et la du coup, première chose à faire de toute façon, enfin, la première chose à faire avant même de se dire je fais du cold emailing ou quoi que ce soit, c'est de s'assurer d'avoir ses propositions de valeur décrites, de refaire juste, enfin de mapper son TAM, etc. Mais ça c'est un travail marketing en fait. C'est toute boîte doit passer par là, de se dire ok qui je cible, il y en a combien en France, c'est quoi mon volume, enfin, quel est mon marché adressable quoi. Je pense que c'est la priorité à faire. ouais. Du coup, en fait, après l'infrastructure, donc tu disais, en fait, le second objectif, c'est quoi pour, en fait, en tout cas pour démarcher? Ouais, il faut en fait pour avoir un moi le but en fait du jeu c'est d'avoir de la prédictabilité sur les canaux. Donc il y a des choses qui fonctionnent ensemble, il y a des choses qui fonctionnent toutes seules, etc. Mais ça, en fait, on ne peut pas le deviner pour vous. Il faut avoir des vérités à 4 niveaux. À quelle entreprise je m'adresse, à quelle personne je m'adresse dans l'entreprise, à quel moment je m'adresse à elle, et avec quel message. Donc tu as compagnie, persona, donc on va dire ICP, persona, intent et messaging. Enfin, c'est messaging et intent. Il faut avoir des vérités à ces 4 niveaux-là. Donc il faut faire des recherches, il faut faire des tests, et moi je le log dans un tableau, et je les tag, tu vois, je dis ok, moi ça c'est un test compagnie, ça c'est un test persona, etc. Et avant de dire oui, moi je cible tous les CEO de SaaS français, j'adore ça, je vends qu'à eux, etc. Bah non, en fait, il faut que tu puisses me dire ok, j'ai fait une campagne sur les CEO de SaaS qui ont fait une levée de fonds en France et qui sont sur WordPress, tu vois, par exemple. Là, ok, tu as un ciblage hyper précis, tu te dis, tu peux avoir un discours ultra précis avec eux en disant, je vous aide à refaire votre site internet, passer de WordPress à un truc, voilà, à Webflow, voilà. Euh, Moi, je log tout ça dans un fichier Notion. Moi, j'utilise Notion pour faire ça, un fichier. Mais ça peut être fait sur Google Sheet, ce que tu veux. L'idée principale, c'est d'avoir des vérités, c'est-à-dire que je sais que je cible telle boîte. Et alors évidemment, il y a des évidences en fait. Si je vends, si ma solution c'est un SaaS, je sais que je vais pas vendre ça au plombier du coin par exemple. Enfin, tu vois, il y a des évidences comme ça. Donc en fait, il faut écrire des hypothèses, des vérités, et ensuite le tableau, il vient de lui-même en fait. C'est par exemple, nous on est en train de tester. Là, on a fait les SaaS contre les agences, tu vois, par exemple. Hmm, ok. Donc on va tester un ciblage SaaS versus agence. D'ailleurs, nous là, c'est les agences RH qui fonctionnent très bien, mais parce que c'est très lié à l'économie actuelle, c'est-à-dire nous on vend du website avec Vanara, enfin pas que, mais l'offre initiale c'est le website. C'est une commodité. Tu peux pas vendre ça dans un contexte économique. Là, on est fin 2025. C'est un peu tendu en France. Tu peux pas dire viens on te refait ton site, ça va être sexy et basta quoi. C'est pas possible. Tu peux pas. Donc il faut vraiment dire ok, on va t'aider à faire X, Y, Z parce que toi on a vu que tu étais dans tel momentum. Voilà. Donc je reviens sur ce que je disais. Compagnie, avoir des vérités là-dessus. Ensuite, qui tu vises dans les compagnies. Nous on bosse qu'avec des CEO ou des CMO. Et sur notre autre offre où on fait des applications métiers, on bosse avec des CTO. On bosse jamais avec des product owners, on bosse jamais avec des devs, mais ça peut arriver en fait. Et ça, il faut le savoir. Mais ça, il faut faire des tests. C'est-à-dire qu'il faut que tu fais une campagne où tu mets du volume, tu vas cibler une boîte, tu vas cibler une personne dans une boîte, et ensuite tu peux tester du messaging. En fait, du coup, quand tu parles pour que ce soit un peu plus clair, quand tu dis en fait je vais tester, c'est-à-dire en fait en gros j'ai mes hypothèses. En gros, je décide que mon hypothèse, comme tu as dit, c'est des boîtes SaaS, je vends un CEO de France, enfin SaaS de France, CEO, Ouais, et puis qui sont sur WordPress, tu as dit par exemple. En ouais, fait, quand tu dis ouais, je vais tester, c'est quoi? C'est-à-dire que tu testes d'abord une campagne et ensuite ça valide ton hypothèse. Tu te dis bah ok, en ouais. fait ça, mais qu'est-ce qui te permet de valider? C'est le nombre de réponses?
Ouais, le nombre en fait, en fonction C'est ce que de tu disais tout plus, à l'heure, c'est nombre de réponses, exactement, le nombre d'opportunités ouvertes et le nombre c'est d'opportunités ça. closées. Ok. En fait, moi j'ai un système qui est assez simple. Moi je vois tout comme un entonnoir. À la fin, tu as le deal closé. Enfin, on va dire que tu es le plus avancé dans ta propale, quoi. Après, c'est du taf commercial, mais euh, plus t'es. En fait, en haut, tu as compagnie. Tu vois ça comme un entonnoir. Tu as entreprise, persona, messaging et intent. Ok? Intent, pour ceux qui connaissent pas, c'est les signaux. C'est-à-dire, je peux viser, par exemple, des gens qui suivent Lovable sur LinkedIn. Je peux cibler des gens qui viennent de faire une levée de fonds, etc. Bref, et plus je descends dans le test que je fais de mon entonnoir, plus j'avance dans le KPIs que je suis sur mon outil d'envoi. C'est-à-dire que tout en haut, tu as les taux de réponse. Ensuite, les taux d'ouverture. Ensuite, tu as les taux de clic, les taux de réponse. Donc les taux de clic, les taux de réponse. Ensuite, tu as le nombre d'intéressés. Et ensuite, tu as le nombre de R1 faits positifs, transac convertis en propal, tu vois, de ce genre de choses. Et en fait, donc si je teste les entreprises, savoir qui est le plus intéressé, bah, je vais suivre des KPIs haut de funnel. Si je teste du messaging ou du persona, je vais plus être sur la partie intéressé, etc. Si je teste de l'intent, ça veut dire que j'ai déjà validé le reste, tu vois, donc ça veut dire que j'ai déjà validé donc les intérêts des personnes et le bon messaging avec le fait d'avoir j'ai eu des réponses et des réponses positives. Et si j'en suis en bas et je regarde le nombre enfin je regarde le succès de mon intent ou pas, je vais regarder le nombre d'intéressés et le nombre de transacts ouvertes sur ces Ah, tests-là. sur ces parties signaux, comme ça, du coup, tu vas pouvoir Ouais, prioriser tes signaux, etc., que tu peux avoir. ouais, Ce qui est intéressant, du coup, je vais te poser un peu, on va faire une petite digression, mais je vous rassure, les éditeurs, je pense que ça sera intéressant, ça va vous intéresser. C'est justement sur cette partie intent. Tu vois, souvent, on me pose la question de savoir, en fait, tu vois, les intents, tout à l'heure, tu as parlé de levée de fonds, mais bon, c'est des intents qui sont tellement obvious. ouais. Comment tu fais pour réfléchir à des intents qui sont un peu plus propriétaires, donc qui sont un peu plus spécifiques en fait à ton secteur, à ton industrie. Est-ce que tu arrives à en trouver des nouveaux? Est-ce que c'est quelque chose en fait finalement c'est extrêmement difficile et vaut mieux faire des choses très basiques comme tu disais bah, je vais chercher toutes les boîtes qui ont WordPress par exemple ou toutes les boîtes qui utilisent un CRM comme HubSpot parce que j'imagine que quand tu as HubSpot, forcément tu as un site internet qui va faire de la conversion et qui va traquer, etc. Je sais pas, hein, je suis pas dans ton domaine, mais j'imagine. Voilà. Est-ce que tu penses, comment tu fais un petit peu ce travail-là pour sa partie intense? C'est un peu du feeling. Comment tu les trouves? C'est souvent la question qu'on me pose. C'est ultra intéressant comme question parce que c'est un peu mon boulot du quotidien. De réinventer, tu vois, où est-ce qu'on peut trouver les meilleurs signaux, etc. Et on en parle toutes les semaines avec mes associés Yann et Terence. Euh, c'est un peu des deux. Mm. C'est un peu, il y a des intents classiques, tu vois, qui cartographient des intents, et il y en a un, par exemple, qui est bah, le CMS égale WordPress, il y a un formulaire HubSpot, etc. Donc en fait, tu fais des conclusions, etc. Mais il y a un peu des deux, c'est-à-dire que moi, je passe par une phase un peu d'idéation en premier. Dire, ok, c'est quoi le pain principal de notre cible? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui peut nous permettre enfin, est-ce qu'il y en a un qui est visible en ligne que je peux trouver? Je passe d'abord par cette phase d'idéation. Est-ce que le pain, il est relié avec un truc qu'on peut identifier en ligne? Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut scraper, tu vois, des trucs comme ça? Et ensuite, je me pose sur le scrapping, tu vois. Je me dis, ok, bah, c'est faisable, c'est pas faisable. Et moi, j'ai la chance de bosser avec des gars qui sont très tech, qui sont capables de scraper des trucs très très avancés. Mais en vrai, il y a pas trop de vérité parce que si t'as pas de profil tech, bah, t'es obligé de t'en sortir avec les outils classiques et Ouais, bien sûr. d'avoir, tu vois, les trucs de Ouais, levée de mais fonds tu comme peux tu disais, avoir un peu etc. des réflexions un peu, par exemple, tu vois, typiquement, je sais que, je sais plus qui m'avait dit ça, mais tu vois, parfois, l'IA peut te donner un peu des idées auxquelles tu penses pas, tu vois. Typiquement, tu peux te dire, ok, ben voilà moi, ma problématique, quelles sont les informations que je pourrais aller chercher, à part ceux-là qui sont un peu basiques, tu vois, tu vas la mettre en, voilà. Et parfois, en fait,
ça peut te donner des trucs un peu intéressants auxquels tu penses pas, ou en tout cas une information de dire ah il m'a donné ça, non en l'état je peux pas vraiment l'utiliser, mais par contre ça me fait penser que cette information là elle est disponible sur internet, tu vois, et en fait Mm. d'essayer de tirer le fil, mais en fait du coup ce que je comprends ce que tu dis c'est que c'est quand même un travail de tous les jours de réfléchir à comment tu peux aller Toujours. chercher des signaux un peu différenciants par rapport à tes concurrents quoi. Les IA nous ont, enfin, ont beaucoup transformé aussi nos métiers, tu vois. Je pense que, enfin, oui, il faut brainstormer avec Perplexity, ChatGPT, etc. C'est obligatoire. Hmm. Obligatoire, que ce soit pour le ciblage, pour que ce soit pour des idées de test, etc. Moi, je dis tous les jours. Euh, ouais, il faut brainstormer avec ChatGPT, et lui demander s'il n'a pas d'autres idées, etc. C'est un outil en fait, il faut savoir s'en servir. Ouais, Mais oui, complètement. en tout cas, il y a pas, oui, moi j'ai des signaux classiques qui fonctionnent très très bien. Euh, J'avoue, je pense que en fait il y a une question de cycle aussi, c'est-à-dire que tout le monde utilise les levées de fonds, puis il y a tellement de monde que tout le monde s'en éloigne, donc il faut savoir y revenir de temps en temps, savoir le tester de temps en temps, Ah etc. yes, parce Enfin, qu'en fait effectivement on va revenir au sujet, mais en fait c'est pas les intents qui sont le plus important, c'est aussi le messaging, ton approche, est-ce qu'elle fit ouais, avec avec l'information que tu es parti chercher, quoi. Mm. il faut pas oublier que le plus important, c'est de résoudre un problème. C'est le plus important, c'est-à-dire qu'il y a trop de personnes qui disent, moi ça y est, au début, je disais, ah, je prospecte beaucoup de gens, mais moi je reçois jamais le message, etc. Mais ça y est, là, je reçois mes 5 messages par jour, 5 mails par jour de prospection, alors plus ou moins bien faites, mais c'est pas lié à un problème à moi, tu vois. C'est rarement Donc, bien fait parce que justement, moi, par exemple, là, je sais ouais, pas, j'ai dû recevoir un truc où on dit qu'on peut résoudre mes problématiques de burn-out dans mon équipe. Tu vois. Je sais pas, je suis solopreneur, donc ouais, je ouais, sais c'est pas à quoi ça. ça sert. Tu vois, recevoir des trucs, comment résoudre les problématiques de mes bureaux. Bon, bah, vu que je suis toute seule dans ma boîte, je sais pas où tu as vu que j'avais des bureaux. Donc ça, c'est vrai, c'est un peu. Ouais, Là, on n'est même pas dans les hypothèses. Là, tu vois, on est loin du travail ouais, de ce que tu nous as dit, en fait, de dire, voilà, déjà, fais tes hypothèses en disant, bah, il y a déjà des ouais, gens c'est que ça. tu vas éliminer, quoi. Déjà, tous les freelances et les solopreneurs ou les boîtes de 3 personnes, évite de leur parler que des locaux, quoi. Il y a des grandes chances qu'ils n'ont pas de locaux, quoi. Donc tu vois, il y a un travail quand même d'idéation, on va dire, à faire. Il y a un travail d'hypothèse à faire. Ensuite, il faut les mapper, les prioriser, etc. Ensuite, tes hypothèses, tu les classes par entreprise, persona, messaging, intent. Tu vois, quand les trouver, à qui parler, à quel moment, avec quel ton, avec ceci, cela. En fait, je vois ça un peu comme l'ancien commercial qui se balade dans une zone industrielle et il a deux portes. Bah, faut bien qu'il prenne le temps d'aller dans une, puis dans l'autre. Une fois qu'il a mis le pied dans la porte et qu'il est dans la boîte, il doit demander à la secrétaire ou au secrétaire, est-ce que la personne en charge des sujets financiers est dispo ou la personne en charge des sujets IT est dispo? Oui, non. Bah, en fait, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne à qui parler? Enfin, je le vois un peu comme tu vois, le truc comme ça où tu rentres dans la porte. Et tu vois, en fait, toi, les gens qui te parlent de bureau, etc., pour moi, ça, c'est le souci majeur de toutes les boîtes qui prospectent. Pas tomber au moment et de se dire, en fait, de lancer des campagnes et dire, bah, on verra bien si ça fonctionne. Et après, moi, je me fais prospecter par des outils. Aujourd'hui, des outils d'enrichissement, tu vois, enfin, les gens en sortent régulièrement. Je te file 1000 leads gratuitement, et puis tu testes l'outil, etc. Ça, j'en reçois vraiment tous les jours. Mais c'est pertinent, je suis dans la cible, etc. Mais je suis content des outils que j'utilise. En fait, il y a juste un moment, il faut accepter que bah, il y a des gens qui vont pas répondre, qui Hmm. vont juste pas être intéressés. Et les intents, bah, tu peux. En fait, si t'es pas dans la boîte, si t'es pas en train de faire du lobbying avec la personne, etc., il faut lâcher prise et se dire, ok, je pourrais pas convertir tout le monde. Et c'est ok d'avoir des réponses Hmm. négatives. Et c'est ok de dire qu'il y a des gens qui disent, bah, en fait, vous avez pas regardé le truc de ma boîte, machin et tout. C'est ok de faire ça si t'as des taux de réponse qui sont, tu vois, entre 3 et 5%, 3 et 10%, et t'as un taux d'intéressé qui est entre 1 et 2%, tu vois, aujourd'hui c'est plutôt la norme. Voilà. Si tout ça c'est ok, si tout ça c'est en place, alors ok, c'est ok d'avoir du loupé, quoi. Trop bien. Du coup, tout à l'heure, tu as parlé aussi de hiérarchisation, de scoring, en fait, justement, de toutes ces idées-là. Après, on va parler de la suite, mais je pense que c'est quand même le nœud, le truc important. Et enfin, en fait, c'est un peu ce qu'on appelait, en fait, à l'époque, non, ce qui s'appelle toujours comme ça, hein, mais c'est juste que
C'est de la user research, en fait, c'est de voir, en Ouais, fait, typiquement, sauf que c'est toujours dans l'endroit où, en fait, les boîtes veulent pas mettre d'argent, ou pas mettre de temps, malheureusement, et après elles se plaignent pourquoi leur prospection marche pas, mais en fait, c'est encore une fois un peu comme l'infra. C'est un truc incompressible, en fait. C'est un truc qu'il faut faire si on veut, en fait, avoir, comme tu disais, de la prédictibilité, et surtout être un peu tranquille et pas être dans des quick wins, tu vois, à chaque fois, et avoir une croissance un peu comme ça, en fait, en tout cas en termes de lead. Et j'aimerais te poser la question justement parce que tu as parlé de hiérarchisation sur la partie messaging. Et ça, en fait, je trouve ça intéressant, c'est que, en fait, ça sous-entend, c'est que tu testes beaucoup différents messages. Et pareil, en fait, en envoyant la campagne, tu te dis, en fait, c'est ce message sur lequel, en fait, la boîte, elle fit plus, quoi. ouais. Ah ouais, bah nous Tu on fais fait comment des concrètement? C'est-à-dire que, est-ce que tu fais une campagne, tu fais de la B testing et tu vois, il y a plus de messages? Tu réagis en mode, je fais des lots, tu vois, CTO, tu vois. J'ai 100 CTO, j'en envoie 30 ce message, j'envoie 30, etc. Comment tu fais? C'est souvent dur de faire ce choix-là, tu vois. Ouais. Euh, j'ai deux solutions, c'est-à-dire que soit j'AB teste la campagne, soit j'AB teste le message. En général, euh, on fait un batch, nous, de market research, de user research, on va dire. C'est-à-dire qu'on va d'abord parler à nos clients et c'est volontaire. C'est-à-dire que c'est un exercice qui est dur à faire. C'est assumé, c'est dur à faire. C'est-à-dire qu'il faut appeler ses clients et dire, OK, euh, pourquoi tu as signé avec nous? Enfin, j'ai besoin de te prendre 15 minutes, j'ai des questions à te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre... Nous, on a écrit des questions, on a un questionnaire pour ça. Et on parle à nos clients et on leur pose des questions. On met ça ensuite dans nos fichiers, tu vois, d'hypothèses, de messaging, etc. En fait, on reporte notre user research sur un document et à partir de ça, moi, je travaille. À partir de ça, je fais par exemple une campagne. Alors, je mets rarement 100 personnes dans une campagne, je mets plus, tu vois, au moins 250, 300 personnes. Quand tu fais de la B-test, on dit qu'il faut mettre entre 150 et 200 personnes par branche pour avoir un résultat significatif. Euh, Moi, le format que je préfère, et après, c'est assez perso, je pense qu'il y a moyen de faire autre chose. Tu vois, le format que je préfère, c'est faire des campagnes de 5 mails et A/B tester le message 1 et le message 3. Ok, d'accord. Donc, ouais, en fait, du coup, tu A/B testes en fait à l'intérieur de tes séquences pour essayer de Ouais, trouver le fit, etc., etc. Ok, très bien. Du coup, en fait, tu m'as dit, du coup, on a pas mal passé sur cette partie-là, en fait, d'idéation, etc., etc. Ensuite, tu prends tes décisions, globalement. Qu'est-ce qui se passe ensuite? bah ensuite, tu veux dire en termes de résultats? Non, en termes, en fait, justement, tu disais que tu as toutes ces parties hypothèses, tu fais tes campagnes, ce qui te permet en fait d'avoir en fait tes convictions fortes. Et Ouais. ensuite, en fait, après, j'imagine que tu déploies à plus grande échelle. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu utilises que l'email? Non. Aujourd'hui, j'utilise pas que l'email. Aujourd'hui, je fais de l'outbound, même pour des clients en free. Euh, alors, le call, c'est tout nouveau. Euh, mais c'est une super combinaison avec le cold emailing. Super combinaison. Maintenant, moi, je fais du multicanal, c'est-à-dire dans toutes mes séquences, dans toutes mes séquences, je fais du conditionnel, c'est-à-dire à une adresse mail, oui, non. Si oui, alors je shoot trois premiers messages ou quatre premiers emails, tu vois. S'il n'y a pas d'adresse mail, hop, ça part sur LinkedIn. Et à la fin de chaque séquence, il y a une étape de call, tu vois. Euh, je fais aussi du call où c'est vraiment du froid, c'est-à-dire que je prends une liste, j'enrichis le numéro de téléphone et j'appelle. Je fais ça 1 à 2 fois par semaine pour Vanara. Euh, Et tu quoi, et c'est quoi ta conviction en fait là-dessus? Parce que moi, par exemple, j'en ai une, ouais, mais c'est pas la mienne que les gens vont ouais, entendre. Mais je la partagerai juste après. Mais du coup, c'est quoi ta conviction là-dessus en fait, toi ouais. aujourd'hui? En- Enfin, au-delà du fait de dire qu'il faut faire du multicanal, aujourd'hui, quand tu as trouvé les bons messages, quand tu as la bonne cible, etc., etc., c'est quoi le playbook aujourd'hui qui t'apporte le plus de résultats? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, parce que je sais que tu m'avais partagé ça en off, c'est qu'au départ, tu as dû réajuster pour avoir des résultats et construire en fait un truc un peu plus prédictible. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi la bonne combinaison, quoi? ouais. Je vais peut-être te dire des bêtises parce que je sais plus ce que je t'ai dit en off, mais en tout cas, en fait, le cold emailing se suffit plus à lui-même. Donc, t'as beau avoir, enfin, voilà, t'as peaufiné ton message, t'as tes intents, donc t'as ta data qui est bonne, tu sais que t'as bien ciblé les bonnes personnes, etc. Tu sais que t'as le bon discours. Maintenant, les gens ont de plus en plus de messages par email.
de plus en plus de messages sur LinkedIn, etc. Euh, donc en fait, il y a moi la méthode que j'utilise aujourd'hui, c'est je shoot des emails et des messages sur LinkedIn pour chauffer les cibles. Donc j'essaie d'apporter de la valeur, beaucoup, de dire voilà, je sais que tu recrutes par exemple des sales, tiens, un playbook pour. Alors c'est pas mon discours, hein, mais si j'étais un outil d'outreach, tu vois, par exemple, c'est un truc que je pourrais faire. Euh, Tiens, un playbook pour intégrer tes sales et les aider à faire ça, etc. Bah, tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes, tu relances, tu dis est-ce que je peux t'aider sur ta problématique, etc. Et à la fin, tu calls. Et à la fin, le call, du coup, tu fais plus tellement du call, mais du warm call. Et ça, c'est absolute banger. C'est vraiment, t'appelles les gens, tu leur dis, t'as bien reçu ce que je t'ai envoyé. Voilà, c'est malgré tout un appel de prospection. Est-ce que tu as 2 minutes? L'idée, c'est pas de te vendre un truc, mais de voir si on peut prendre un moment quali ensemble et si je peux vraiment t'aider. Et en fait, tu remarques que c'est en aidant réellement les gens que t'as de la réponse, quoi. Les gens, ils veulent travailler avec des gens qui les aident réellement, qui leur apportent de la valeur, qui sont sincères, etc., etc. Après, le truc interpersonnel, bah, c'est propre à tous les clients, etc. Mais malgré tout, moi, je vois plus de résultats en faisant ça, en chauffant les leads. Tu vois, tu vas générer des visites. Moi, on a une séquence, on utilise un outil enfin, pour identifier les boîtes qui visitent notre site internet. Une fois qu'on a identifié la boîte, on va checker si elle est déjà dans une séquence. Si elle est pas enfin, si elle est dans une séquence, on peut l'appeler directement, tu vois. Si elle n'est pas Hmm. dans une séquence, on la met dans une séquence avec du call à la fin. On a vu que vous étiez passé sur le site, etc. Enfin voilà. En fait, c'est un peu une ingénierie de la prédictabilité. Elle vient en connaissant ta cible, en connaissant le message à envoyer, en sachant quel ton utiliser, quel angle peut-être marketing utiliser, ce genre de choses. Moi, les tests qui m'excitent le plus, c'est selon les tests de messaging de toute façon, où tu vas tester des propositions de valeur, des call to action, enfin voilà. Mais tout ça fonctionne ensemble. Ok, ouais, du coup, c'est en plus intéressant ce que tu dis, c'est que, bah, en fait, tu le disais au départ, la donnée est hyper importante. Aujourd'hui, en fait, ce qui n'était pas le cas forcément avant, on sait aujourd'hui qui a exactement regardé ton site, combien de temps ils ont duré dessus, sur quoi ils sont arrêtés, et du coup, tu peux faire des choses un peu sympas. Mais par contre, effectivement, il faut l'ingénierie. T'as utilisé le mot ingénierie, ça veut dire que, tu vois, c'est pas un truc que tu mets en place comme ça. C'est un peu la différence. C'est pour ça que je suis d'accord avec ton constat du début, mais la seule chose, c'est qu'avant, en fait, tu pouvais faire de la prospection alors que t'avais zéro connaissance, t'avais pas Ouais. besoin de manipuler des outils ou créer des systèmes, tu vois. La question que j'aurais... Après, après ils avaient leur ingénierie de l'époque, tu vois, ils classaient des dossiers, il fallait penser à bien relancer. Enfin, tu vois, Ouais, c'était un ouais, truc alors, différent, tu vois. et là, tu dis un truc hyper intéressant, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, on parlait des intents et que en vrai, même s'il y a des outils, je ne vais pas forcément tous les citer, mais des outils qui permettent en fait d'aller chercher avec de l'IA plein d'informations partout, en réalité, si tu n'as pas fait le travail manuellement, de te dire, bah, par exemple, je sais que sur ma cible, généralement, il y a cette information-là qui est présente et elle est présente dans tel endroit. Si tu l'as pas fait toi-même, bah en fait, tu peux avoir des meilleurs outils du monde, tu vas rester sur des trucs très classiques, tu vois. Alors que quand tu es parti diguer toi-même, justement, tu vois, à la dure, quoi, bah tu Ouais. trouves des trucs, en fait, qui permettent ensuite que la technologie t'automatise ce truc-là, quoi. Donc, Je pense qu'on a tendance à oublier aussi beaucoup le côté humain de notre taf, quoi. ouais. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent j'ai pas de résultat, mais en fait qui sont un peu flemmards, quoi. Il faut savoir connecter avec les gens, il faut savoir faire du user research, connaître sa cible, etc. Ça me fait penser à un truc. Je sais pas si tu connais The Office, la série. Ouais, ouais, bien sûr. Mais, Ouais. US ou UK? Je crois qu'il y a les deux. US, ouais. Moi, je Ok. suis en train de re-regarder Mm. euh, The Office et il y a un épisode où il va au bar avec un prospect et sa chef et il signe le deal en étant juste en connectant avec la personne, quoi. Et en fait, t'as sa boss qui fait que dire mais attends, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, etc. C'est quoi votre besoin et compagnie. Et en fait, lui, il fait que la couper et lui dire allez, on va se prendre un Blossom Mary, un truc comme ça, on va se prendre un cocktail, etc. En fait, il fait que parler avec le gars, connecter l'économie actuelle, il fait des blagues, etc. Machin. Et en fait, il connecte juste avec le gars. Et à la toute fin, t'as sa boss qui est saoulée, qui a commencé à prendre des gin tonic, je sais plus ce qu'elle boit et tout. Elle est complètement saoulée. Et lui, il est en mode,
ouais, c'est un peu dur et tout, ils sont en train de nous défoncer, Office Depot, ils sont en train de nous couler, etc., machin. Et paf, ils switchent. Ils sont en mode, ils ont picolé toute la soirée, enfin voilà. Ils switchent, il fait, qu'est-ce que je peux faire pour vous en fait? On peut, on peut pas vous faire trop de réduc. Et l'autre il dit, ouais, mais moi ils attendent de moi que je fasse une réduction de budget, etc. Et il le close comme ça, tu vois. En fait, il a passé son temps à connecter avec le gars. Et, euh, et à la fin, et t'as sa boss qui se réveille, il fait, waouh, il se passe un truc de fou là. Il est en train de le closer. Il est en train de lui faire une proposition Ah, de fou. j'ai vu cette scène, ouais, parce que Ouais. comme je décrypte, tu vois, des scènes des scènes de films ou de séries, je crois que je l'avais vu Ouais. cette scène, je m'étais posé la question de la décrypter. Ah non, mais en vrai, pour Et moi, t'as raison. hyper intéressant. Et moi, je pense que les gens, ils oublient cette phase-là de construction de, tu vois, de relations. Et avant ça, Michael Scott, le personnage, bah, il est manager, donc il a fait du sales avant, il a fait son propre user research, etc. Il sait que ce gars-là, il va connecter de cette façon-là. Et en fait, c'est le petit plus de pourquoi lui, il a fait la vente et pourquoi sa boss, elle l'a pas fait. Tu vois, c'est une question d'être proche des gens, de se connecter avec sa cible et de résoudre un vrai problème, tu vois, de connexion et de problème. Nickel. Alors du coup, maintenant, la question que je vais te poser, elle est un peu dure dans le sens où je me pose, parce que c'est moi-même qui me pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment possible d'avoir à date un canal prédictible? Oui, 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 oui. Moi, je me pose Oui, vraiment oui, la question, oui. parce que moi, j'aurais dit non, mais en même temps, je fais beaucoup moins, je fais de la prospection en mode full cycle, pas en mode genre Ouais. industrialisé comme toi, donc vas-y. Ben, je sais pas si, enfin, c'est industrialisé dans le sens où, En fait, moi, je me en demande fait, en fait si aujourd'hui on est capable, tu vois, de dire par exemple sur, je lance une campagne. Quand j'entends prédictible, peut-être de préciser ce que j'entends prédictible, c'est ok, quand je lance une campagne, je sais exactement que si je mets un peu plus d'efforts, un peu plus de leads, donc du coup, je sais pas, j'achète un nouveau nom de domaine pour augmenter, etc. Je sais de manière très mathématique que bon bah voilà, généralement je fais, je sais pas, je génère 6 opportunités avec ce canal-là, et en fait, si je mets plus d'efforts, bah je vais en générer 8. C'est possible ça ouais. aujourd'hui, tu penses encore de le faire? Alors, je voulais mitiger ma réponse et je vais le faire. À 100%, non, c'est impossible. Euh, Pourquoi? Parce que euh, les business sont liés avec l'économie et l'économie, elle est changeante. Euh, Ouais. enfin, il y Ah a ouais, des boîtes, clairement. Ouais. il y a des boîtes qui investissent en crypto, il y a des boîtes qui sont liées avec la loi de financement, tu vois. Enfin, en ce moment, t'avais beau savoir comment prospecter des cabinets de recrutement, des agences RH, des boîtes, des SaaS, ce genre de choses. euh, Si l'économie elle bouge, l'économie des boîtes du coup bouge aussi, tu vois, le Mm. moral des gens bouge, etc. Donc pas à 100%. En revanche, tu auras toujours, si tu as une baisse, si tu as par exemple 1,5 de taux d'intérêt sur des agences enfin les cabinets de recrutement et que tu étais à 1% sur les SaaS qui utilisent WordPress par exemple, s'il y en a un qui baisse, les autres baisseront quoi. Si Mm. l'économie en gros fait que ça va baisser, ça va baisser. Par contre, tu auras toujours plus d'intérêt sur ton... Normalement, si il n'y a pas une catastrophe d'une industrie, en fait, hors catastrophe, la prédictibilité sera toujours proportionnelle, tu vois, en termes de différence, etc., fonction des industries que tu prospectes, des types de boîtes, et, tu vois, persona, compagnie, messaging intent, quoi. Ces rapports-là seront toujours les mêmes. Et du coup, ça t'arrive, j'imagine, en tout cas, bon, peut-être comme t'es freelance, peut-être que t'es pas sur des grosses périodes de 2-3 ans, mais en même temps, avant ça, euh, t'avais une expérience aussi également, en tout cas sur une boîte, sur la même boîte, j'imagine. Du coup, est-ce que ça t'arrive de refaire ce travail-là parce que là, tu te rends compte qu'en fait, tu perds de la prédictibilité, quoi. Ouais, ouais, bah, on le refait, tu vois, on est en train de le refaire actuellement, tu vois, avant qu'on commence le podcast, j'étais sur de la data pour une nouvelle offre qu'on a chez Vanara. Là, on a sorti une offre lab, on fait donc elle est enfin publique, où on fait des applications métiers. On aide les head of growth, les CTO, à faire les applications qu'ils n'ont pas le temps de faire, tu vois, les applications internes, etc. Et du coup, on est obligé de recommencer ce boulot-là. Ouais, C'est-à-dire, mais là, parce que tu es sur un nouveau segment, un nouveau produit, mais est-ce que ça t'arrive de le refaire alors que tu es sur les mêmes segments, mais que tu te rends compte que ça a bougé, ah, tu vois?
Pas en entier, non. Ok. Pas en entier. Mais ouais, Principalement, ouais, messaging c'est les messaging régulièrement. qui vont changer Ouais. régulièrement, etc. Ok. Ouais, messaging régulièrement. Et puis même pour moi, les clients que j'onboard, c'est du taf. Enfin, ouais, tu me disais sur les trucs déjà live, oui, ça m'arrive. Je le fais de toute façon, moi, c'est une méthode que je fais pour mes nouveaux clients systématiquement. Et après, oui, pour des trucs qui sont live, et effectivement, quand là, soit il y a un gros changement dans l'industrie, soit il y a un gros changement dans l'économie nationale. Ouais. Ok, nickel. Et du coup, en fait, alors avant parce que j'ai quand même te poser la question de comment tu vois 2026, et notamment par rapport à des prédictions qui sont faites de ci, de là. C'est toujours la fin de l'année, donc du coup, tout le monde fait ses prédictions, voilà ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, généralement, quoi. Personne vérifie après derrière, mais il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et on en fait des posts LinkedIn, du coup, après derrière. Ouais, ouais, mais du coup, c'est Mes ça. Mais prédictions pour 2026. elles sont fausses. Je crois qu'avec avec deux autres personnes, on a partagé nos réflexions parce qu'on voulait pas présenter des prédictions parce qu'on justement on se disait que ça va tellement vite en ce moment que c'est trop prétentieux de dire qu'on a une prédiction sur 2026. On a des tendances, tu vois. On se dit peut-être que ça va être comme ça, mais c'est compliqué d'être complètement juste. Euh, Moi, la question que j'aimerais te poser avant ça, c'est justement sur la partie messaging. Je pense que c'est une partie qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. C'est quoi pour toi les qualités d'un bon messaging? C'est quoi les ingrédients d'un bon messaging? Tu me Euh, disais justement que tu adorais travailler sur les propositions de valeur comme ouais, ça. ouais. Alors déjà, pourquoi j'adore ça? Parce que j'ai testé du full IA, j'ai pas vu de succès. Enfin, j'ai pas vu Mais un c'est meilleur succès. catastrophique, moi, les messages avec l'IA. Mais c'est Ouais. vraiment cata. Mais en fait, pourtant, je trouve que les gens n'en parlent pas assez, hein. Mais enfin, Et beaucoup ça en sent, vendent. ça sent l'IA à 100 km en plus. Ouais. C'est vraiment, ouais. Et beaucoup en vendent. Euh, Ouais. on a failli signer un client pour lui faire des landing pages et de leur bande. Le client nous demandait de faire des copies 100% IA. Moi je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Enfin, Ok. aujourd'hui tu peux. Enfin, c'est un taf. C'est un vrai taf. Je crois que Scalability, justement, ils ont un rôle où tu as un gars qui fait, euh, qui fait que de l'IA, quoi. Qui aide les consultants à faire du copy, etc. Mais personnellement, enfin, j'y crois pas Bah, en fait, encore. ça me fait penser à un mème là, qui est passé sur LinkedIn que j'ai trop rigolé, où en fait, c'était une conférence, une espèce de keynote, où en fait, il y a un gars qui veut présenter le nouveau robot, etc. Et le robot, il marche comme ça, puis après, il tombe. Et en fait, le mec, il a dit, c'est les AISDR. C'est la présentation C'est des un peu ça. AISDR. Moi, les mèmes sur les SDR et l'IA, ça me fait mourir de Mais parce rire. que, en fait, en vrai, je pense que quand tu fais vraiment la prospection, et pour le coup, moi, à mon échelle, en mode quand je dois aller chercher des prospects pour moi, sur la partie euh, j'accompagne une boîte en full cycle, etc., etc. Bah, en fait, je me rends bien compte que, tu vois, évidemment, tu as toujours envie, on est quand même un peu flemmards, les commerciaux, donc on va Oui, toujours chercher le truc qui va nous faire gagner du temps. Donc, du coup, on teste ces trucs-là. Et tu vois, tu, le, tu te rends bien compte que tu te dis, mais non, j'ai prospecté depuis 10 ans dans ma vie. ouais. Je sens bien que je vais jamais envoyer ça, tu vois, genre, c'est pas possible. Enfin, ça Mais sent, tu vois, ça se je sent pense que en tu l'as fait, bien tu vois. dit, hein. Mm. Tu l'as bien dit, le commercial est flemmard de zinzin. C'est, mais parce que je pense que c'est un profil qui aime l'argent, qui a envie de craquer les choses, Oui, parce etc. que aussi c'est dur. Moi, je pense que c'est un métier qui te demande toujours, tu vois, ce que tu racontais en fait dans ta méthode, c'est quand même une méthode qui est extrêmement répétitive. En fait, Ouais, notre enjeu, c'est quand même d'être bon tout le temps, mais de faire des choses qui sont tout le temps les mêmes. On se rend pas compte, ouais. hein, mais on a un métier très répétitif en fait. Mm. Mais tu dois toujours avoir le même niveau de d'alerte. Tu vas toujours être intéressant. C'est pas facile hein, d'être toujours. T'imagines dans une soirée, quand tu passes une soirée avec quelqu'un, t'es pas intéressant pendant les 4 heures où tu restes avec lui, tu vois. Ah ouais, Et c'est donc, nous, clair. on nous demande ça en fait, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que tu fais 25 calls. Sur les 25 calls, il faut que tu aies la bonne énergie, la bonne posture, etc. Donc, ouais, il y a un moment donné où tu as envie de lâcher, tu vois, surtout. Et du coup, l'écrit, t'es en mode genre, vas-y, si je peux trouver un truc qui le fait pour moi, vas-y, tu vois. ouais. Après, c'est des shortcuts, tu vois. Euh, je pense enfin, on est tous à la recherche de shortcuts. Je pense que c'est le côté flemmard des gens, c'est ça. Mais pour en revenir à ta question du copywriting, etc., moi je m'inspire. Je fais des choses avec l'IA, tu vois, je lui demande, ChatGPT, je lui demande de me donner des idées, de me faire des drafts de copie, etc. Et je lui demande tu vois, de respecter des frameworks. En fait, ça m'aide à brainstormer.
Et je pense Mm. que ça aide beaucoup de gens à avoir les premières idées, etc. Euh, Maintenant, une bonne copie, enfin, même si je te donne tous les trucs Peut-être un, toutes deux, mes peut-être un, astuces, deux. Ouais, non peut-être mais un. même si je te donne toutes mes astuces et tu les mets dans ChatGPT, tu dis bah fais une copie avec ça sera pas une copie de Ouais. folie, tu vois. C'est juste que une checklist d'une bonne copie, c'est plus de vous que de jeu. Une copie courte. Alors c'est pas aussi court que les US, tu vois. Les US ils font Ouais, 2 lignes. des Si tu fais copies ça, ouais, 2 lignes. de 120 mots, tu Ouais. vois. Nous, c'est plus que ça, quoi. On On n'a est pas la même plus langue, hein. On n'a pas la même pas langue. la même langue. Mm. Il y a des mots on a besoin de faire des phrases plus longues, etc. Bref, quand même une copie courte euh, et encore plus courte sur LinkedIn, évidemment. LinkedIn, c'est 2 phrases maximum. Une copie courte, plus de vous que de jeu, et parler du problème des gens. Moi, il y a un framework que j'aimais beaucoup, que Pierre et Rubel m'a appris, c'était Bridge, c'était Before, non Bab, pardon, c'est Before After Bridge. C'est en gros, là t'es comme ça, là t'as ce problème-là. Euh, Qu'est-ce que t'en penses d'être dans situation rêvée, tu vois? Qu'est-ce que t'en penses de plus avoir ce problème-là, quoi? En gros, tu projettes la personne et ensuite bridge, c'est le pont. Comment est-ce que moi je t'aide à faire ça, quoi? Et ben, il faut que tu passes avec moi, quoi. Et ça, c'est un style que j'aimais beaucoup, mais en tout cas, c'est toujours copie courte, plus de vous, euh, mettre le couteau dans la plaie de t'as ce problème-là, c'est relou, hein? T'as vu comment c'est relou ce problème-là un peu? Mais tu sais que c'est pas si compliqué de passer à l'après, tu vois. Ça te branche que je t'envoie une ressource sur ça, etc. Soft CTA. C'est-à-dire que c'est pas viens, on va en rendez-vous. Ouais, Ça te dit t'as 15 minutes, je te passe un call, etc. Non. personne n'a aujourd'hui 15 minutes. Ça, je pense que les gens, faut qu'ils se mettent ça dans la tête. Personne n'a 15 minutes aujourd'hui à Ouais, donner. Moi, franchement, jamais. il y a des gens là. Franchement, c'est rare, mais je crois qu'il y a 2 personnes là qui m'ont prospecté avec un truc vraiment qui collait avec ce que j'avais vu. Et j'avais même pas le temps, alors que ça m'intéressait, tu vois. Ouais, Et là, du coup, en fait, en même temps, c'est cool de recevoir ça parce que je me suis dit, mais attends, c'est comme ça qu'ils sont mes prospects. C'est genre en mode, genre, attends, là, je suis, comment dire en anglais, overwhelmed là. J'ai pas le ouais, temps. Même si ton truc là, ça m'intéresse, vas-y, va, je le mets, tu vois, je le mets ouais. ça, je le copie-colle quelque part pour me dire, OK, un jour, je te contacterai. Et ces personnes-là, Ouais. elles ne savent pas qu'en fait, finalement, tu vois, je l'ai Ça copié-collé, t'intéresse enfin, quand même, ça m'intéresse, etc. etc. C'est juste, j'ai pas le temps, donc d'où les relances, Ouais. etc. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant ce que tu disais, ce que tu nous as apporté, en tout cas sur messaging. On va conclure l'épisode. Du coup, toi, 2026, tu continues à faire comme tu fais maintenant. Et je vais commencer par une question directe. Les gens prédisent aujourd'hui la fin du call-call. T'en penses quoi? Je pense pas. OK, sur quel argument? Je pense. Pas d'argument. Non, je pense pas. Je pense, de toute façon, c'est toujours des questions de cycle. Tu vois, là, tout le monde parle, ouais, la fin du cold emailing, etc. En fait, si tu le fais bien, ça fonctionne. Le cold call, Oui, parce que là, en fait, je ne l'ai pas noté, mais c'est vrai que parfois, on a des phrases comme ça. Là, en fait, on a parlé beaucoup de cold emailing. Et ouais, du coup, en fait, de ce que tu es en train de me dire, en plus, je le précise aux auditeurs, je connais un petit peu ta cible. C'est pas la plus facile parce que t'as un enjeu de momentum. Toi, tout le monde ne se réveille pas un jour, complètement. un matin, en disant j'ai envie de refaire mon site. Et comme tu as dit, il y a un contexte Exactement. économique où les gens, c'est vraiment le truc dernier dans les priorités, en mode un jour, on va faire un site. Ouais, trop cool au début de l'année, puis après à la fin de l'année, c'est en fait, on va pas le Ouais. faire maintenant parce qu'on n'a pas assez de sous. Donc en fait, t'es pas sur un truc hyper évident, et pourtant tu es en Ouais. train de me dire finalement que tu arrives à avoir des résultats sur l'email, quoi. Ouais, c'est pas dingue. Juste l'email, c'est pas dingue. Mais il y a Couplé avec d'ailleurs, le call, couplé avec LinkedIn, etc., ça donne ouais, c'est quelque chose ça. en fait C'est ça. de Nous, correct on qui a te un permet de pouvoir. système, ouais, on a un système où on a du lead toutes les semaines. On a Ok, un système où bon, après, il y a du referral, il y a du content, il y a de la VSL, enfin voilà, on identifie, on a des outils comme, enfin nous on utilise Snitcher, tu vois, pour identifier les leads ceux qui viennent sur notre site internet, et on a de l'outbound. Et par outbound, on a cold emailing, LinkedIn et call call. Tout ça nous assure du lead constant. Maintenant, moi j'ai fait un constat, c'est que le call call nous assure des transacts d'ouvertes pour du long terme,
Enfin, genre en gros ouais ouais j'ai un besoin mais ça va devenir tu vois en ce moment ok on en discute 2026 donc relance en janvier et le cold emailing et du LinkedIn c'est de la transac ouverte fois un truc tout de suite quoi. C'est plus instantané. Voilà. En termes de résultats, c'est plus ça la différence. Mais pour 2026, non, je pense que le call fonctionnera toujours. Comme le cold emailing, c'est un truc qui va fonctionner avec le reste. C'est juste qu'en fait, voilà, en gros, là, c'est bien, c'est une bonne manière de conclure. Jusqu'à aujourd'hui, les boîtes faisaient pas vraiment du vrai multicanal. En fait, faut être Ouais. honnête. C'était Mm. focus sur, on fait du call quand on a le temps, mais en fait, notre main canal, c'était l'email. On fait du LinkedIn et en fait, on fait pas d'email. Enfin voilà. Et aujourd'hui, en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, finalement, bah, tu as même cité d'autres canaux qui sont du coup la partie publicité, la partie etc. D'autres content très importants, etc., etc. Voilà. Et donc du coup, c'est l'alignement de tout ça et d'être bon dans tout ça. Et donc de quoi avoir les... Parce qu'en fait, le travail que tu as dit au tout départ, c'est pour ça que je pense que je voulais un peu qu'on s'arrête là-dessus. Euh, de ce que je comprends, c'est qu'à partir du moment où tu as les bons personnels, la bonne compagnie et le bon messaging, en fait, le messaging, c'est pas que pour les emails. Ça sert pour le call, ça sert Ah pour bah tes oui. contents, ça sert pour partout, quoi. Donc, Ouais. Et moi je donc fais ce même de la travail, B oui. T moi je fais même de l'A/B testing en call call. Ah, attends, désolé. C'est quoi? On va prendre 2 minutes de plus pour que En tu partages fait, ça. de l'A/B testing, c'est partout, quoi. Quand on est à A/B tester du messaging, tu vas tester des propositions de valeur qui sont différentes. Et moi, quand j'appelle des CEO ou des CMO, que je fais du call, je teste, même je teste de l'intent, je dis, ok, je teste des CMO qui ont fait des levées de fonds versus des CMO qui sont sur WordPress, tu vois, un truc comme ça, ou qui recrutent un dev, ou qui recrutent tel profil, etc. Et pendant que je suis en call, je peux faire aussi de l'A/B testing. À un CMO, je vais lui donner la proposition de valeur A, et un autre CMO, je vais lui dire la B, quoi. Et donc, Hmm. en fait, tu affines un discours. Moi, je fais aussi les call sales avec Terence, mon associé sur Vanara. Du coup, ça te permet tu construis aussi le discours que tu as en call sales, quoi. C'est pas que de l'écrit, quoi. En gros, dans le messaging, moi, je mets les propositions de valeur qui fonctionnent, les angles marketing qui fonctionnent, etc. Et tout Ouais. ça, il faut que ça soit bien, comment dire, bien instrumentalisé tous ensemble. Encore une fois, c'est Alain Briez qui m'expliquait ça. Euh, on- à l'époque, j'étais chez Red Dot, on faisait des campagnes et je disais, bah, je vais faire du multicanal pour ce client-là, il a une cible B2B, etc. Bah, on va shooter du LinkedIn. Et en fait, en regardant la campagne que j'avais écrite, il me dit, mais les messages LinkedIn, ils n'ont aucun sens enfin, ils ont aucun lien avec les emails que tu envoyais, que t'envoies. En fait, si tu fais du multicanal, il faut qu'il y ait une raison de faire du multicanal. Ça sert à Hmm. rien de faire de l'email puis du LinkedIn juste parce que tu as entendu que c'était bien. Il faut faire du LinkedIn en disant j'essaie de vous envoyer un mail. Est-ce que vous avez toujours bien cet email-là? Il faut qu'il y ait un lien, tu vois. Et le call derrière, il faut qu'il y ait un lien avec bah, j'ai essayé de vous envoyer un message sur LinkedIn, ou alors on a discuté sur LinkedIn, etc. Blablabla. Tout doit être. On fait pas du multicanal juste pour faire du multicanal. Ok, très clair. Eh ben écoute, on va finir là-dessus. Merci énormément, William. Et du coup, bah, on peut te retrouver sur LinkedIn, Ouais, j'imagine. plus sur LinkedIn. Plus sur LinkedIn. Insta, c'est plus pour mes fans. Et ouais, Ah, LinkedIn, c'est. Non, ok. je rigole, ouais. Non, non, LinkedIn à fond. Et puis ouais, pour Vanara ou pour du freelance, plutôt là-bas. Et puis bah merci à toi pour ton temps. Trop cool le Avec plaisir. podcast. À bientôt, William, et merci beaucoup. Salut, Ciao, ciao. ciao.